pour connecter. Fait que, OK, mais il faut que je fasse la transférence des autres. on a les outils de layout maintenant. Je sais pas pourquoi, on ne les avait pas, puis ça a reconnecté, je suis demande, ils avaient. OK. Je ne me l'explique pas, mais Zoom for club, I guess. c'est ça. L'important, c'est que maintenant, ça marche. Moi, juste à justifier. Fait que c'est ça. Désolé de vous avoir dérangé. Fait que, oui, tout est beau. Les sons, c'est par là, c'est ça? Je te dis. Comment? Les sons, ils sont dans les boîtes de la salle, Testing. Oui, ils sont corrects. à distance. Oui, ça semble correct à distance. Ouais, parce que ça affiche, fait que c'est. Non, tout marche. OK. Fait que c'est bon, on va être prêt. On va être prêt, on enregistre, c'est partagé. Oui. Fait que, ouais, tout est beau. Excellent. Fait que, merci beaucoup. Fait que c'est ça, on a pris un peu de temps. Tu prends un temps que tu as besoin de manger. C'est ça. Si tu veux parler vite, si tu veux parler lentement, c'est pour toi. Tout est là. Tes notes. Ouais, ça devrait aller. Là, c'est du mien pour voir. Ça devrait aller. Ok. J'ai pas besoin de minutes. C'est plus au cas où. C'est plus une question de sécurité. Ça devrait être fine. Parfait, je suis en train d'enregistrer, donc il apparaît à ça. Parfait, donc désolé du petit contretemps, mais on va être prêt pour notre prochaine présentation par Ace pour nous. Bonjour, est-ce que le micro marche? Oui, ok, excellent. Donc aujourd'hui, j'avais un plan initial. J'allais vous parler de taurine, qui est un spécimen de Néandertal qui a été publié il y a quelques années, qui m'a vraiment impressionné quand je l'ai lu. Donc j'allais profiter de cette occasion-là pour vous parler des lignées Néandertal. Mais entre-temps, je suis tombée sur le livre Le dernier Néandertal de Ludovic Slimak, qui est le chercheur qui a publié, dans le fond, sur taurine la première fois. Et il y a vraiment une manière intéressante dans son livre un peu de narrer comment est-ce qu'il a découvert taurine, les échanges avec les autres chercheurs, les embûches. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, j'ai décidé de changer ça un petit peu. Et à la place, je vous raconte Taurine et Slimak, récit d'une découverte. Donc, c'est un format un peu plus narratif, un peu plus libre. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, c'est qui Ludovic Slimak? C'est un chercheur du CNRS au Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, ce qui est quand même intéressant parce que c'est un lithicien à la base, mais il travaille beaucoup avec les lignées Néandertal, particulièrement dans la grotte de Mandrin, qu'il fouille depuis 1991. Donc, quand il a trouvé taurine en 2015, ça faisait déjà 26 ans qu'il fouillait, donc c'est vraiment, il est habitué de fouiller là, il connaît bien. Et c'est l'auteur de 3 livres, donc Néandertal nu, Le dernier Néandertal et Sapiens nu. Donc, j'ai entre mes mains Le dernier Néandertal qui parle spécifiquement de la découverte de taurine récemment. Donc, juste avant de commencer, je vais vous faire une petite mini-critique littéraire quand même pour qu'on soit sur les mêmes bases. Donc, en somme, je trouve que c'est un livre très intéressant à lire. Il se lit très bien. On voit un peu les coulisses de la recherche scientifique, les échanges entre les chercheurs. J'ai quand même 2 petites critiques à faire que je trouve quand même assez importantes avant de commencer. Donc, d'abord, il n'y a pas vraiment de source. Je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est un livre grand public, puis c'est un petit peu plus autobiographique, un peu plus récit narratif. J'ai quand même trouvé la critique de Tessandier de 2022 qui met quand même de l'avant que si ça s'adressait vraiment au grand public, il faudrait qu'il y ait des sources pour que les gens puissent douter et justement développer une méthode scientifique. Donc, c'est comme un peu mon avertissement, si vous voulez lire le livre, je vous le recommande parce qu'il se lit très bien, mais j'ai quand même des bases en génétique puis en lignée, fait que j'étais capable d'un peu faire du sens, mais j'en ai aucune en lithique, donc il y a des bouts où j'étais un peu perdue et je pouvais pas vraiment aller vérifier ce qu'il disait ou comment est-ce que moi je comprenais pas exactement, c'était pas tout à fait vulgarisé non plus pour quelqu'un qui s'y connaît pas tant que ça. L'autre affaire qui m'a un peu frustrée, c'est que c'est très narratif, donc il va pas parler « Ah, j'ai envoyé les échantillons à l'Université de Copenhagen ». Non, il les a envoyés à Martin. Donc là, si tu fais une présentation scientifique devant des gens et que tu veux savoir c'est qui Martin, c'est un petit peu plus d'étapes. Donc j'ai assumé que c'était Martin Sikora. Même chose pour Mike. J'ai assumé que c'était Michael Beckley. Je vais vous montrer plus tard. Donc si c'est pas les bonnes personnes, je m'en excuse, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Outre ça, très bon ouvrage. Donc, découverte de la grotte, c'est en 2015. En 2015, Slimak explique qu'il fouillait et il y a des gens, il y a un de ses étudiants qui lui dit « Hey, Ludovic, viens voir ça ». Il va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a là? 5 dents, alignées. Il dit « Oh my God, ça fait 40 ans que personne n'a trouvé un Néandertal en France. J'en trouve un. Excellent. » Puis là, il regarde ça, mais là, il se dit « C'est à 4 mètres de l'ouverture de la grotte. Donc, il n'est pas super loin. C'était vraiment... il a dû être enterré vraiment à l'entrée. Puis il se dit « Si je prends un pinceau, ça va être trop friable. Si je prends une pelle ou une truelle, ça va être trop dur. » Fait qu'il dit « Guys,
On va faire ça à la pince épilée. Ça fait 10 ans qu'ils fouillent. Ils ont réussi, par contre, à extraire avec grande précision tous les fragments du fossile. Donc, ça, c'est bien, mais je dois vous avouer que j'ai été vraiment impressionnée quand j'ai vu qu'il avait fouillé ça à la pince à cils. Et apparemment, son équipe était plus ou moins partante au début à cette idée. Donc, il a été retrouvé entre les couches stratigraphiques B2, 3 et C. Donc, c'est entre, dans la vallée du Rhône, particulièrement dans la grotte de Mandrin, on sait qu'il y a eu Néandertal. Après ça, il y a eu Sapiens. Après ça, il y a encore eu Néandertal. Et lui, il est juste après Sapiens. Donc, ça se situe entre genre 40 et 50 000 ans. Donc, il se dit, oh my God, j'ai peut-être le dernier Néandertal. Alors, il se dit, je vais le baptiser Thorin, en l'honneur du roi des nains, dans la mythologie de Tolkien, d'où son nom, ce que je trouve, encore une fois, quand même assez cool. Alors là, il se dit, faut dater ça quand même. Alors là, il se dit, je vais utiliser la datation avec hydroxyproline. Donc, dans le fond, c'est un acide aminé spécifique qu'on trouve dans le collagène. Donc, dater cet acide aminé-là spécifique fait en sorte qu'on ne va pas dater d'autres affaires autour qui font en sorte qu'on ne va pas dater la bonne affaire puis qu'on va avoir des biais. Ça, c'est une méthode qui est maîtrisé en grande partie par Tom Higham de Oxford. Et donc, lui, il a daté ça calibré à 35 à 39 000 ans. Précédemment, ça a quand même été vérifié par Michael Buckley, Mike, l'inventeur du Zoo MS. Donc, c'est pas précisé non plus dans le livre, mais j'ai assumé que c'était... Ben, en fait, j'ai trouvé que c'était le créateur du Zoo MS. Donc, c'est une méthode de zooarchéologie qui permet d'identifier l'espèce d'un ossement, en fait, le genre, pas l'espèce, d'un ossement à partir de protéines. Donc, avant de le dater au carbone 14, ça a été vérifié que c'était bien Néandertal, histoire qu'on ne date pas n'importe quoi. Alors là, seule affaire, c'est que cet article-là qui s'appelle The Timing of Spatio-Temporal Patterning in Naval Difference. Donc, on a Haim, Félix Limac, d'autres gens et Julien Rial-Salvatore qui est dans la salle aujourd'hui. Et dans cet article-là, on compare de nombreux sites à la fin de l'existence néandertalienne et on se rend compte que l'extinction, c'est très, très probablement autour de entre 42 et 32 000 ans. On est pas mal certains autour de 40 000 ans. Donc, la date de 39, ça ne marche pas vraiment. Donc là, ça voudrait dire qu'on a un spécimen néandertal qui date après l'extinction. Mais là, pour ceux d'entre vous qui sont assis, qui se disent « Incroyable, ça fait 5 minutes qu'elle nous parle, puis elle n'a pas encore dit le mot ADN. » Eh bien, ça s'en vient. Donc, génétiquement, quand ça a été daté, on s'est rendu compte que c'était plus comme entre 100 et 105 000 ans. Donc ça a été daté par Martin Skora, qui est au Globe Institute de Copenhagen. Donc là, on a comme 3 dates différentes. Là. La stratigraphie, elle nous dit 42 à 50 000 ans. Carbone 14, 35 à 39 000 ans. Puis l'ADN ancien, 100 à 105 000 ans. Pas du tout la même période. Là, c'est là que je trouvais ça vraiment intéressant dans le livre, c'est qu'il parlait des échanges, de qu'est-ce que ça pouvait dire. Fait que là, à ce moment-là, il se dit, faut essayer de faire une théorie. Donc lui-même avoue, c'est pas la théorie la plus parcimonieuse. Mais dans son livre, il propose d'exemple qu'il y aurait un groupe dont j'ai oublié le nom en ce moment, au Mali, qui va enterrer les morts dans les crevasses de la falaise. Donc, il se dit, très beau dessin qui s'en vient, peut-être qu'ils ont pris Thorin et ils l'auraient comme mis dans une crevasse à un moment où le sol était plus bas. Là, je vous le dis comment je l'ai compris en le lisant, là, c'est mes dessins. Là, fait que, et là, qu'il y aurait eu une accumulation du sol qui, à un moment donné, l'aurait englouti. Et donc, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on a un individu plus âgé à des couches plus récentes. Parce que pas besoin d'avoir fait Thinking String pour savoir qu'en général, c'est pas normal quand une affaire ancienne est au-dessus d'une affaire récente. Donc, ça serait l'explication qu'il a trouvée. Et donc, il joint ça au fait que ça pourrait potentiellement être une sépulture parce qu'on l'a trouvé à l'entrée de la grotte. Donc, il aurait dû être protégé des charognards et des intempéries. Donc, il a dû être protégé. Mais il ne pense pas qu'il a été protégé par la terre parce que la manière que la mâchoire, elle est placée avec les dents qui sont au-dessus, ça a comme été reculé. Donc là, la tête aurait comme reculé vers l'arrière. Donc, il aurait dû avoir de l'espace pour reculer vers l'arrière. Donc, protégé par quelque chose, potentiellement de sépulture. Il n'y a pas plus de détails là-dessus, malheureusement, dans l'article qui a été publié non plus. Là, ils se disent isotopes. Donc là, ils se disent, avec les isotopes, on est capable d'avoir des informations sur l'environnement dans lequel quelqu'un vit. Parce que ça va dépendre de les aliments, de l'eau, des marqueurs de stress, ce genre de choses-là. Donc, ils ont pris les isotopes et ils les ont envoyés à Hervé Boschren de l'Université de Tübingen. Donc, il s'est dit, si on a 40 à 50 000 ans, on va avoir des traces d'une alimentation un peu plus genre steppe.
Si c'est 100 à 105 000 ans, ce qu'on devrait avoir, c'est tempéré. C'est comme la France en ce moment, mais un petit peu plus humide encore, un petit peu plus tempéré. Donc, on va avoir des traces de ce type d'alimentation-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a eu? Les steppes? On lève la main pour les steppes? On lève la main pour la forêt? C'était les steppes. Alors, on a maintenant 3 preuves qui nous disent il serait récent et l'ADN nous dit qu'il est ancien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, Slimak explique dans son livre qu'ils ont regardé aussi les indicateurs cristallins. La seule information que j'ai, c'est indicateur cristallin. Donc, si vous vous dites, elle ne nous donne pas beaucoup de détails, c'est tout ce que j'ai. Ils ont vérifié les indicateurs cristallins dépendamment de l'eau qu'ils boivent en se disant que les minéraux dans l'eau vont avoir impacté la constitution de l'émail ou des eaux. Donc, ils s'attendent à en trouver. Ils expliquent qu'avec Hervé Bocheren, précédemment, ils ont étudié ça chez un autre spécimen qui se trouve au nord de la caverne de la grotte de Mandrin, mais de l'autre côté de la rivière du Rhône, et que lui, il y avait vraiment des grosses traces cristallines. Ça, c'est dans des montagnes. Fait qu'il s'est dit, oh my god, tu sais, des montagnes, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus genre des steppes. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi on a des steppes, tu sais. Ça pourrait être encore ancien, mais il est dans un environnement montagneux. Sauf que, désolé. Sauf qu'il ne trouve pas d'éléments cristallins. Sauf que là, moi, j'ai regardé une carte. Puis là, je suis un peu mélangée, donc peut-être les Français dans la salle, vous allez pouvoir m'expliquer. Sincèrement, j'ai peut-être quelque chose que j'ai pas compris, mais il y a des montagnes de l'autre bord, fait que je me dis peut-être qu'il n'était pas accessible ou quelque chose, mais en tout cas, en théorie, ce qu'il dit, c'est que si c'était montagnard, ce serait de l'autre côté de la rivière du Rhône, que j'ai accentué en bleu. C'est pas vraiment la démarcation de la rivière, vous vous attendrez. Mais donc, c'est ça. Fait que ça pourrait pas... Donc, je résume ce que je viens de dire qui est un peu perdu. Là. Ça pourrait pas être un individu de 100 à 105 000 ans qui vit dans les montagnes. Donc là, on a encore des nouvelles de Tom Hayem. Tom Hayem. Et il nous dit... Guys, je me suis un peu plantée. Finalement, c'est 45 à 50 000 ans. Il a refait ses tests. Là, ça ressemble à ça. Et en bas, je vous ai mis, je le vois mal sur mon écran, donc je me penche, mais je vous ai mis un... On va-tu ma souris? Non, plate. Je vous ai mis ce qui est dans l'article que j'ai lu là, sur Taurine, qui a été publié officiellement, avec les différents types de datation. Éventuellement, ils ont rajouté aussi une datation à l'uranium avec un autre chercheur qui, lui, est en Australie, qui, lui, estime autour de 43 000 ans. Donc... On récapitule. 42 à 50 000 ans pour la stratigraphie, 45 à 50 000 ans carbone 14, 100 à 105 000 ans l'ADN ancien, uranium 43 000 ans. Fait que là, dans le livre, il écrit à son collègue, il dit quelque chose qui marche pas. Là, son collègue, il dit effectivement quelque chose qui marche pas. Donc là, habituellement, ce qu'on fait en génétique, c'est qu'on a un nouveau spécimen, on prend ce spécimen-là, on le compare à tous nos autres spécimens. Il s'est dit, on va faire l'inverse. On va prendre le spécimen, on va dire que 40 à 45 000 ans, on va essayer de voir quel âge auraient les autres spécimens qu'on connaît déjà l'âge. Parce que là, Martin Sikora, il s'est dit, ça veut peut-être dire qu'on a des biais au niveau de l'horloge moléculaire, au niveau de nos modèles, donc il faudrait vérifier. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'article scientifique qui récapitule ces étapes-là. J'aurais beaucoup aimé lire là-dessus, peut-être que ça s'en vient. C'est quand même un livre récent qui date de 2023, donc peut-être dans les prochaines années, on va avoir des résultats de ça. Mais en attendant, ce que ça dit dans le livre, c'est qu'il se serait rendu compte qu'en faisant ça, il y a plusieurs âges qu'on assumait qui étaient plus anciens avec l'ADN ancien, mais qu'avec le contexte archéologique, c'était plus récent. Et là, en faisant ça, on se rend compte que potentiellement, l'archéologie aurait plus raison sur certains aspects. J'ai pas lu de preuves concrètes et plus de détails, donc à prendre avec des pincettes, mais donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Là, je profite de cet instant-là pour vous parler un peu de la théorie de Ludovic Slimak sur la séparation des groupes. Donc, je vous ai fait d'autres très beaux dessins. Alors, ça, c'est la rivière du Rhône, dans la vallée du Rhône. Et lui, ce qu'il constate de ses recherches et de ses études, ça fait 30 ans qu'il fouille dans cette région-là, c'est que vraiment, pendant des millénaires, il y avait des échanges entre les groupes. On voyait des échanges de matériaux, on voit aussi des échanges génétiques. Et pendant très longtemps, que la rivière soit gelée, c'est les petites lignes blanches, là, c'est de la glace, OK. Quand c'était gelé, les gens pouvaient passer par là. Même quand c'était pas gelé pendant 8 mois par année, les gens allaient quand même trouver des moyens de traverser la rivière. À un moment donné, Sapiens est arrivé. Et ce qu'on constate, c'est que quand Sapiens est parti, il n'y a plus d'échange. Lui, c'est ça qu'il dit, il dit on voit plus d'échange. Donc lui, ce qu'il pense, c'est que potentiellement, ce ne serait pas une barrière physique. À ce moment-là, ce serait devenu une barrière socioculturelle. Slimak, il est vraiment de ceux qui, je suis parfaitement d'accord avec lui, mettent de l'avant que Néandertal, c'est pas juste
Néandertal, c'était vraiment une humanité propre, avec une cosmogonie, avec des pratiques, avec une culture, avec des relations les uns avec les autres, avec un mode de vie, et qu'on peut pas juste prendre ce qu'on connaît de Sapiens et l'imposer sur Néandertal. Donc, lui, il propose que peut-être à ce moment-là, c'était des barrières qui étaient culturelles. Donc, je pose la question, serait-ce le premier cas de sismogénèse paléolithique? Qui sait? Mais là, oui, Martin Scora est de retour avec d'autres résultats. Martin dit, on est en 2022, là, donc ça fait 7 ans qu'ils ont découvert Taurine. Il dit, je pense que j'ai résolu le problème. En fait, il viendrait d'une lignée isolée des autres qui aurait divergé il y a genre 105 000 ans. Donc, ce que ça signifierait, c'est qu'il y avait les Néandertals. À un moment donné, il y a eu plusieurs groupes. Il y a le groupe de Taurine qui travaille dans une direction et il ne se serait pas reproduit avec aucune autre lignée pendant 60 000 ans. Alice 2024, dans le cours de Michel Drapeau, qui prépare son travail sur les Néandertals, est en train de flipper ben raide, c'est génial. Et je suis encore très impressionnée par cet article-là qui a vraiment déclenché ma passion pour les Néandertals. Et ça reste quand même un point très intéressant, même s'il y a certaines controverses au niveau de la datation. Puis plusieurs questionnements qui peuvent être apportés justement sur les mouvements de population. Est-ce que ça pourrait que ça soit un individu en particulier? Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tant que ça de génome de Néandertal, donc on fait beaucoup de déductions à partir d'un seul génome. Est-ce que ce serait possible que finalement ce soit une population qui peut-être est plus grande qu'on pense, mais on a juste trouvé Taurine, donc on pense que c'est le seul, mais finalement c'est une plus grosse population, puis dans quelques années on va le découvrir, on ne le sait pas. Mais donc, pour l'instant, c'est ça qui est publié en 2024 dans Cell Genomics. Et donc, vous voyez le petit point bleu, c'est l'endroit où aurait divergé le groupe de Taurine et tous les autres lignées. Donc, si je vous montre ici, c'est un autre cladistique. Vous voyez vraiment que Taurine se distingue rapidement des autres. Et en bas, on voit l'âge génétique de Taurine comparé à d'autres spécimens, qui est quand même un âge génétique plus ancien que ce qu'on s'attendrait. Aussi, on se rend compte dans l'article qu'il est plus proche de Forbes Quarry, qui est l'un des plus anciens fossiles trouvés de Néandertal. Il a été trouvé avant le spécimen type de la vallée de Néander. On pense que les spécimens de Forbes Quarry auraient pu survivre plus longtemps que les derniers Néandertals, que ça aurait été comme un dernier isolat, là, un refuge, là, puis qu'ils auraient continué de vivre là longtemps encore. Donc, apparemment, il y aurait un lien entre les deux. Donc là, on va faire une petite parenthèse sur les lignées Néandertales pour vous donner une idée. On a 3 génomes de très haute couverture. Les génomes de haute couverture, ça veut dire qu'on est vraiment pas mal certain que ce que le génome nous dit, on peut avoir très confiance. On en a 3 pour les Néandertals. 3 femelles, Denisova 5, c'est pas un Denisova, c'est juste que c'est dans la grotte de Denisova, donc c'est Denisova 5, mais c'est un Néandertal. Chagirskaya 8 et Vindia 33.19. Donc, 3 âges différents. Et ce que ces 3 génomes-là nous disent en les comparant, c'est que il y a 135 000 ans, il y aurait eu une expansion des Néandertals. Il y en aurait eu une autre il y a 105 000 ans. Et on sait aussi que les génomes qu'on a trouvés qui sont plus récents, donc tout ce qu'il y a, mettons, après 60 000 ans, c'est tout pas mal plus proche de Vindia que des autres génomes qu'on a. Donc, ça signifie une forme d'homogénéité. Et là, ce que Taurine, en fait, vient challenger dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, ça n'aurait pas été une aussi grande homogénéité génétique qu'on pense. Il y aurait vraiment eu potentiellement des sous-populations, puis une structure génétique plus complexe. Donc, si je vous montre le petit graphique ici, qui a l'air compliqué à lire, mais c'est pas si pire, vous avez les affinités entre les génomes. Donc là, c'est plusieurs spécimens. Forbes Quarry, qu'on se souvient, est celui qui est le plus proche de Taurine, et vraiment comme entre Vindia et Chagirskaya. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est celui en gras. Là. Il est comme presque entre les deux. Il est juste un peu plus proche de Vindia. Donc, la théorie qui était exposée dans un article scientifique qui analysait génétiquement, spécifiquement, les individus de Forbes Quarry, nous disait que potentiellement, il viendrait du moment où il y aurait une séparation entre les lignées. Lui, il se serait isolé dans un coin à ce moment-là, puis il y aurait comme une proximité avec Taurine. Et là, encore une fois, dans le livre, vraiment un moment de fou quand je l'ai lu. J'ai vraiment écrit dans la marge « What the fuck ?» Désolée du langage. Mais apparemment, il y aurait un documentaire de Arte TV
que je n'ai pas trouvé car il n'est plus disponible en ligne, merci RTV, qui serait un interview entre les deux. Et lui, il raconte cet échange-là entre les deux avec Clive Finlayson, que je n'ai pas présenté, désolé, qui est un spécialiste de la grotte à Gibraltar où on a trouvé ces ossements-là, donc il a fouillé là pendant des années. Et les deux ensemble auraient échangé et auraient vu une proximité entre le matériel lithique du site de Mandrin et du site de Gibraltar. Et apparemment, les fossiles de Gibraltar auraient été redatés et seraient plus jeunes qu'on pense, qui coordonneraient avec Taurine. Et aussi, il aurait fait des simulations environnementales. Et en baissant le niveau de la mer, il y aurait un corridor géographique entre la grotte de Mandrin et Gibraltar. J'aimerais vraiment lire l'article scientifique là-dessus. Encore une fois, il expliquait que les données n'avaient pas encore été publiées. Ça peut prendre du temps de publier des articles scientifiques, donc peut-être ça va sortir dans les prochaines années. À prendre avec des pincettes d'ici là quand même, parce que dites pas ça à tous vos amis, là, je sais pas, OK. Mais j'aimerais beaucoup lire cet article-là parce que ça pourrait vraiment être très intéressant, puis ça pourrait vraiment être la preuve qu'on avait une sous-population isolée pendant une grande période de temps. Et ça pourrait aussi expliquer potentiellement pourquoi est-ce qu'on a deux génomes qui sont quand même loin géographiquement, qui partagent une proximité aussi grande, sans s'être prétendument reproduits avec d'autres lignées. Donc voilà, on aurait Taurine qui aurait divergé des autres. Mais là, j'ai décidé de faire une Ludovic Slimak de moi. J'ai demandé à mon laboratoire lundi dernier si on a un génome avec une qualité de 1.2, est-ce qu'on peut déduire tout ça? Les autres, ils m'ont dit oui, même si ton génome n'est pas de qualité de fou, on est quand même capable de savoir avec relativement de confiance que non, il n'y a pas eu d'introgression. Donc, génétiquement, ça se tient. J'ai parlé avec d'autres collègues au niveau de l'archéologie, j'ai posé des questions sur l'industrie lithique, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus. J'ai compris qu'il y avait des controverses à certains endroits dans l'article, dépendamment de la stratigraphie, par exemple. Et j'ai aussi écrit à un collègue paléogénéticien que j'ai rencontré en Italie l'année passée, qui était absolument génial et qui m'a dit il y a des débats au niveau de la datation, mais peut-être que ces deux articles publiés hier pourraient t'aider. J'étais genre, quel timing de fou! Alors, j'ouvre Google Scholar et qu'est-ce qu'on a? Deux articles! Archaeogenomic Insight into the Demographic History of Late Neanderthals et a High Coverage Neanderthal Genome from the Altai Mountains Reveal Population Structure Among Neanderthals. Je me suis dit, wow! Quel timing incroyable. Alors, je vais vous en parler. Les deux font référence à Taurine à un moment particulier. Donc, le premier parle qu'ils ont séquencé 10 nouveaux génomes mitochondriaux. Donc, on a 10 nouveaux génomes mitochondriaux qu'on peut mettre dans l'eau. Donc, on est rendu avec un pool de 59 génomes, ce qui permet de faire des analyses beaucoup plus poussées. Donc, quelque chose qui était discuté précédemment dans certains articles scientifiques que je ne vous ai pas dit encore, c'est qu'autour de 65 000 ans, on pense qu'il y a eu un événement démographique qu'on appelle un goulot d'étranglement. Donc, en gros, on a une grosse population un peu partout en Europe, il se passe un truc, probablement des changements climatiques comme ce qui est dit dans l'article, et là, on a une contraction de la population qui devient plus petite, mais seulement avec une partie spécifique du pool génétique de la plus grande population. Et c'est pour ça qu'on voit une diminution de la diversité mitochondriale autour de cette période-là. Puis on a un remplacement des populations, donc de la diversité qu'on avait avant, autour de 70 000 ans. Et ils pensent que potentiellement, ce remplacement-là pourrait venir du sud-ouest de la France. Et c'est pas cette diversité génétique-là qu'ils ont un peu, encore une fois, pas prouvé, mais encore on avance des preuves pour toutes ces théories-là de structure génétique, de diversité génétique, de mouvements de population. Ça n'est pas incompatible avec la théorie de Slimak concernant Taurine. On aurait très bien pu avoir une lignée séparée. C'est ça que l'article dit, en fait, c'est que vous pouvez voir, je vais vous montrer, c'est plus facile. Ici. Donc, on a une séparation quand même plus ancienne que les autres lignées. Mais vous voyez aussi qu'ici, ils l'ont daté. Il date beaucoup plus ancien. La marge est grande. On est jusqu'à genre 130 à 70 000 ans. Donc, il date aussi plus ancien que l'article original de Slimak. Mais ils disent que c'est quand même possible qu'on ait une population qui soit restée isolée des autres pendant une aussi grande période de temps. Je vous réexplique évidemment tout ça avec des dessins, parce que vous avez compris que j'adore les dessins. Donc, on a la grande population devient plein de petites populations, boum, 60 000 ans, contraction, il y en a qui meurent, il y a une grande population qui va faire les autres populations néandertales, qui est la lignée de Vindija qu'on appelle,
avec le spécimen que je vous ai dit qui était récent de haute couverture, mais il y a potentiellement un petit groupe d'irréductibles néandertals qui aurait conservé les lignées et qui serait resté séparé des autres. Et là, pouf, un moment donné, il n'y en a plus. C'est ça qui représente en termes simples. Autre article très intéressant, on parle à quel point, il y a 4 points vraiment intéressants dans cet article-là, mais je pense que je vais manquer de temps, donc je vais juste vous présenter le premier point. Ils ont constaté que chez les humains, les 2 groupes les plus distants génétiquement, c'est les Mbouti en Afrique et les Papous de Nouvelle-Guinée. Si on regarde la différence génétique entre ces 2 groupes-là, on constate que c'est plus petit que la différence entre le groupe des Néandertals de l'Altaï d'il y a 110 000 ans et le groupe de Vindija de genre 49 000 ans. Donc, en 2 à 4 fois moins de temps, Sapiens, c'est moins... Néandertal, c'est plus différencié en 4 à 4 fois, vous avez compris, moins de temps que nous dans toute cette période de temps-là. Ce que ça signifie, c'est que les populations néandertales étaient des petits groupes qui pouvaient rester longtemps isolés les uns des autres. Et ça augmente ce qu'on appelle la dérive génétique. Donc, s'il n'y a pas de mutation, s'il n'y a pas de sélection, les gènes vont juste aller dans une direction particulière. Et on constate que ces gènes-là, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait des aussi grandes différenciations dans les groupes néandertals. Mais ils ajoutent que on a beaucoup, comme dans le texte avant, qu'il y a une grande diversité culturelle, alors que génétiquement, c'est relativement homogène, donc il ne faut pas mélanger les deux quand même. Je voulais dire avec ça, j'ai perdu mon point. En tout cas, petit groupe. Ah oui, c'est ça, ce n'est pas en opposition avec la théorie, encore une fois, de Slimak, de Taurine, parce que ça pourrait expliquer qu'on ait un groupe qui soit vraiment resté plus longtemps isolés les uns des autres, même si 60 000 ans, c'est quand même très, très long. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Taurine? C'est qui Taurine? Ben, est-ce que c'est le dernier Néandertal? Probablement pas. Est-ce qu'il y a des controverses au niveau de la datation? Certainement. Est-ce qu'il prouve qu'il y avait de la structure génétique chez les Néandertals? Ben, c'est une pièce de plus dans le puzzle. Puis je pense que c'est quand même un spécimen qui est intéressant parce qu'il est extrêmement intéressant, qui a été énormément médiatisé, qui a apporté, je pense, beaucoup d'intérêt chez les Néandertals. Donc, je pense qu'il reste quand même mon spécimen favori après cette présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que j'ai dépassé un petit peu. Fait que je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions, mais le rayon m'avait l'air de me dire que je pouvais prendre mon temps. Fait que j'ai peut-être parlé lentement, je ne sais pas. Est-ce que le rayon, je vais juste prendre les questions ou... Oui, OK. Oui. Bon. Je connais moins l'archéologie très ancienne, c'est peut-être que je me fais des idées, mais est-ce qu'on a considéré la possibilité qu'il y ait de la perturbation dans les couches stratigraphiques, mais une perturbation ancienne? C'est parce qu'on a une stratigraphie. Là, ça a l'air de peut-être un peu plus marcher avec les hypothèses qu'on fait, mais mettons qu'on aurait justement une stratigraphie qui fonctionne moins bien. Est-ce qu'on a considéré la possibilité, par exemple, que le taurine a été trouvé par des Néandertals plus récents et qu'il est juste réenterré parce qu'il trouve un squelette légendaire? Est-ce que c'est une pratique comme ça qu'ils disent? Peut-être c'est trop large. Je pense pas je pense qu'on l'aurait vu si ça avait été un second enterrement, on aurait vu on l'aurait vu dans la terre qu'il y aurait eu des changements. Là, c'est vraiment juste que le problème, c'est qu'il est entre 2 couches stratigraphiques, mais on voit pas de dérangement dans les couches. Puis aussi, il est vraiment, comme je vous ai montré dans l'image, il y a plusieurs diapos, il y a vraiment comme un creux dans la roche où il aurait comme été comme couché dans... soit il s'est couché lui-même, soit il était comme placé dans genre, ce creux-là naturel. Il n'y a pas des super images malheureusement, puis il n'a pas fini non plus d'être excavé, donc peut-être que dans les prochaines années, on va avoir une meilleure idée de comment il était placé. Mais non, je pense qu'on aurait vu des perturbations au niveau de la Terre, on aurait vu du dérangement, les lignes restent bonnes quand même. Oui. Oui, très bonne présentation, merci. Je suis curieux seulement sur, tu as montré quelques arbres phylogénétiques, et ces arbres phylogénétiques sont mitochondriaux. Ceci est un autre. Nous savons que la couverture du génome, c'était 1,2, mais seulement je suis curieux, si ce qu'on a aussi de données nucléaires à cette même couverture, ou est-ce que ça, c'est seulement le mitochondrial qu'on a pour faire la recherche? Pour taurine, la couverture du génome mitochondrial, c'est 500 cucs.
Et la couverture du génome nucléaire, c'est 1,2. Donc, les analyses qui ont été faites sont généralement autour du génome. Donc, les arbres que j'ai montrés précédemment avec les lignées, je pense que ça a été fait à partir de l'ADN autosomal à 1,2 de couverture, plus que le mitochondrial. Je ne les ai pas mis non plus par faute de temps, mais il y a des analyses qui ont été faites aussi avec les quelques chromosomes Y qu'on a de d'autres spécimens. Mais ouais. Merci. Bettina. Spécialiste de Néandertal que tu es, est-ce que tu aurais lu des hypothèses par hasard sur le pourquoi ils vivent en petits groupes isolés comparé à Homo sapiens qui est un peu plus... Tu vois, dans le cas des individus de l'Altaï, c'est ça, c'est une des autres conclusions que disait cet article. Ouh, c'est pas la bonne touche. C'est une des autres conclusions que disait cet article-là. Dans le cas des Néandertals de l'Altaï, on constate vraiment que les groupes étaient plus petits. Puis même des groupes comme Chagirskaya, dans le fond, Chagirskaya, il vient de l'ouest, mais il a comme migré vers l'est, puis il est très, très proche de les autres grottes de Néandertal de cette région-là. Ce qu'on constate, c'est que même s'il provient de l'ouest, le groupe était plus petit. Donc, on se dit que pour cette région-là, c'est probable que ce soit des très petits groupes parce que l'environnement était très rude dans le nord de la Russie, donc ça leur aurait restreint les groupes. Pour ce qui est des groupes plus au sud, Slimak te dirait que c'est probablement culturel, mais encore là, il y a beaucoup de preuves qui disent qu'il y avait beaucoup, même lui, il dit dans plusieurs articles qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements de population chez les Néandertals, beaucoup d'échanges. Voilà, c'est problème quand tu gesticules, hein. Il y a beaucoup de gens qui bougent, donc c'est quand même surprenant qu'on ait une isolation aussi complète pour taurine. Mais donc, je ne sais pas exactement. Il faudrait que je lise plus. Je sais qu'il y a des articles que j'ai déjà lus dans le passé sur l'organisation sociale à partir de la génétique. Ça fait longtemps. Mais mettons, ils sont capables de savoir qu'il y a une tendance matrilinéaire pour certains groupes. Pour El Cidron en particulier, qui est récent en Espagne, il y a une tendance plus patrilinéaire, ils pensent. Donc, ils sont capables d'avoir des idées de certains traits comme ça. Mais il faudrait que je relise là-dessus. Je pense que je ne peux pas répondre à ta question aussi bien que je le voudrais. Je ne sais pas si un membre du Réon veut éteindre le Zoom. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu voulais Est-ce que vous éteindre l'enregistrement parce qu'il est en train d'être enregistré? Ah oui, ok. Ouais. Merci, Augustin!